Bonjour messieurs, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Donc j'ai Frédéric Edouard pour fêter quelque chose. On fête la création d'une nouvelle société et le démarrage d'un nouveau produit avec Frédéric, DCP, on va en parler. Et avec Edouard, on va c'est un retour d'expérience de l'utilisation de cette plateforme DCP. Donc, on fait un 2 en 1. Donc, lancement d'une plateforme, la plateforme DCP, et retour d'expérience live avec Edouard d'EDF. Alors, messieurs, bienvenue. On va parler de ClickOps. ClickOps, est-ce que c'est une nouvelle catégorie qu'on verra peut-être un jour au Gartner? Je vous laisse prendre la main, messieurs. Oui, bonjour à tous les deux. Merci Stéphane de nous recevoir. Donc, effectivement, je suis Frédéric Collin et puis on a créé donc avec un Bassim qui n'est pas là avec nous, mais on est deux cofondateurs donc, de la startup DCP. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Edouard pour partager son premier retour d'expérience. Bon, on va en parler lors de cette présentation, mais merci à lui d'être là en tout cas. Avec plaisir. Ok, ouais, donc DCP Technologies. Donc derrière DCP, donc nous on a 3 lettres, hein, donc on est Digital Cloud Platform. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler du sujet comment on optimise à travers du ClickOps, du DataOps et des services data qu'on va pouvoir déployer en mode self-service. Parce que pour nous, on va vous le voir après, mais il y a différentes catégories d'utilisateurs qui doivent pouvoir interagir avec les services. Et il y a des utilisateurs plus métiers, d'autres plus infra, plus ops, plus dev. Et tout le monde doit s'y retrouver en termes d'expérience utilisateur au sein de la plateforme. Je passe. Alors, juste en introduction très rapide. Donc, nous, on a été créé, effectivement, il fallait qu'on existe en 2023. Donc, comme je disais, on est deux associés. Donc, on a mis au point donc, cette plateforme pour répondre aux enjeux de demain. Parmi les petits points que je voulais souligner, effectivement, on a plusieurs partenariats en cours. Donc, on est une start-up, donc on est sur des sujets aussi d'investissement, de faire entrer des investisseurs pour faire notre partie go-to-market et scale-up de la start-up DCP. Et on a donc aujourd'hui, donc, comme je disais, EDF en tant que design partner, donc qui a la plateforme entre les mains et qui, du coup, est dans une période où on va faire maturer la plateforme, la faire évoluer pour répondre au maximum de leurs besoins. Ah, super. Alors, je voulais revenir un petit peu quand même juste rapidement sur le sujet de data platform. Alors, il y a pas mal de sujets autour de tout ce qui est platform engineering. Nous, on est vraiment sur data platform engineering. On n'a pas la prétention de faire toute une plateforme, mais uniquement orienté sur les services data. Donc, on voit en haut à droite, là, je ne vais pas zoomer dessus, mais c'est l'ensemble des technologies en fait, qu'on a créées depuis une bonne décennie. Et il y a certaines technologies qui ont été utilisées pour traiter un seul cas d'usage. Si on revient aujourd'hui sur les besoins des clients, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les clouds publics, mais qu'on a besoin aussi d'amener sur des clients qui sont on-prem, c'est d'avoir un catalogue de services disponible rapidement et des capacités qui sont utilisables tout de suite. Il faut qu'on privilégie l'automatisation. Et pour ça, on doit donner des capacités donc, de self-service aux différents utilisateurs pour qu'ils puissent instancier les services selon les cas d'usage et les besoins. Et tout cela, on doit le proposer à travers donc, une expérience unifiée. Donc, on va le voir à travers la DCP UI. Donc, comment on fait ça? D'abord, le message principal, hein, vraiment au milieu, notre but, c'est faut améliorer absolument le time to market et le time to prod. Ce que je veux dire derrière, c'est que souvent, quand un client final fait le choix d'une technologie, il peut se passer 1 à 2 ans avant qu'il ait entre les mains directement des utilisateurs jusqu'à la production. Donc ça, c'est vraiment un de nos leviers principaux côté des CPC. Proposer une plateforme de service data et qui soit directement utilisable.
Donc, comment on fait ça? Donc, on doit traiter donc la plateforme comme un produit, hein, et on doit pouvoir avoir des composants réutilisables, composables, configurables en fonction des contextes des différents clients et des différentes équipes IT. Il faut travailler bien sûr avec les utilisateurs finaux pour améliorer les capacités techniques, comment on veut utiliser les outils et répondre en termes de processus IT ou métier par rapport à l'utilisation de la plateforme DCP. Et donc à travers ça, on va créer en fait une culture de gestion de produits avec une collaboration très étroite entre les équipes métiers, les équipes IT et les équipes infra au sein d'une même plateforme. D'accord, et c'est tout ça que tu appelles, ClickOps? Ça, c'est un peu plus large, mais en fait, dans la partie ClickOps, il y a, nous, ce qui nous intéresse, au niveau des CP et au niveau des clients, c'est de pouvoir, j'ai un cas d'usage, je veux rapidement le tester, le poker, le mettre en place. Donc, tout ça de manière gouvernée, hein. Ça ne veut pas dire, ClickOps, j'ai accès, à une plateforme et je fais ce que je veux. Tout ça de manière gouvernée, auditée. Enfin, on va voir tous les leviers et tout ce qu'on a besoin comme capacité et je pense qu'Édouard va revenir dessus. Mais c'est pas la fête où, j'ai des ressources et je fais ce que je veux, je fais du Shadow IT dans mon coin sur un bout de la plateforme. Non, non, tout ça, c'est fait de manière gouvernée et on OK. va le voir, juste après. Alors, l'idée majeure, donc je reviens justement sur la partie ClickOps, puisque tu mentionnais ça. Alors, donc les hyperscalers, donc les différents clouds publics, donc au départ proposé un certain nombre d'API. Donc, on était plutôt sur des déploiements via ce qu'on appelle l'API Ops. Après est venu les CLI, donc pour instancier via des lignes de commande parce que ça peut être un peu plus compliqué de passer par les API. Donc, ça a été une manière de simplifier l'instanciation des services. Et donc, nous, on s'adosse juste à côté en disant, c'est un mélange des deux, mais on a besoin d'une UI pour améliorer cette expérience utilisateur et son agilité. D'accord. Derrière DCP, là, j'ai représenté donc deux patterns chez Azure et AWS. Et en fait, l'idée derrière DCP, c'est de pouvoir instancier les carrés et surtout de traiter la glue qui est au niveau des flèches entre les produits. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Ah, c'est clair. Donc c'est un beau challenge, hein, parce que j'imagine que quand on prend une grande entreprise comme, EDF, des composants sous-jacents, il y en a pléthore. Oui. Oui, il faut ça. C'est la difficulté, effectivement, c'est de s'intégrer sans être intrusif sur le SI du client et de lui proposer les capacités. Donc, on va retrouver, mais on va en reparler après, hein, de capacités autour de la sécurité, de toutes ces gestions de multitenants. Mais là, je laisserai Édouard en parler plus précisément. Si je reviens sur donc du coup les fondations DCP, donc c'est une plateforme cloud native, on peut la déployer où on veut, on-prem ou sur n'importe quel cloud. Ça nous permet effectivement de combiner différents data services et des ressources pour instancier nos use cases. On améliore, parce qu'on est plutôt dans une stratégie no-ops, donc on améliore grandement le time to market pour les usages métiers. On n'oublie pas bien sûr toutes les équipes data ingénieurs qui vont avoir besoin de construire des data apps rapidement en mode low-code. Et finalement, en fait, DCP va être responsable des fonctionnalités majeures suivantes, à savoir orchestrer les différents déploiements qui vont porter les usages, surveiller tous les services déployés et proposer une sécurité globale et holistique. Bon, l'idée, c'est de démarrer petit et de penser plus loin demain en fonction des usages des clients. On n'a pas la prétention d'avoir rassembler l'ensemble des technologies dont on a besoin aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont celles qui répondent aux besoins d'EDF aujourd'hui. D'accord, et tu as choisi d'être disponible dans le cloud, mais aussi, on-prem, tu disais, c'est ça? En fait, dans la manière où on a conçu DCP, on est resté assez vanille dans nos choix d'architecture et ça nous permet aujourd'hui de le déployer aussi bien sur de l'OpenShift on-prem, sur du kube managé. Donc on va voir sur les clouds publics,
On va voir, nous, on a deux prérequis, mais potentiellement, je pourrais le déployer sur n'importe quel cloud, chez Oracle, chez OVH. D'accord. On n'est pas dépendant, en fait, de la stack imposée par le cloud public. OK. Alors, justement, on a 3 ingrédients majeurs qui ont été mis à l'intérieur de DCP. Donc effectivement, on parle de Data Platform Engineering. Donc on est parti sur l'intégration d'une stack open source, parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans la partie open source. Et on a rajouté, donc c'est ce que j'ai représenté au milieu, la secret sauce de DCP, du software engineering. À savoir partir disons, des images de base des produits et les enrichir pour proposer la meilleure expérience, les meilleures fonctionnalités qui manquent aujourd'hui dans un contexte vraiment de passage à l'échelle, de mise d'un service data en production. Et pour cela, on a besoin vraiment de sécurité, de scalabilité, de pouvoir isoler les utilisateurs les uns par rapport aux autres et que tout le monde se retrouve dans cette plateforme. Bon, pour le moment, ça paraît simple, hein, effectivement. En fait, oui, c'est bien que tu soulèves ce point-là parce qu'on a vraiment souhaité que ce soit vraiment simple à utiliser. Donc, pour l'instant, effectivement, on est sur les couches plus middle, entre les couches infra et les usages, mais on va le voir juste après. D'ailleurs, je vais tout de suite basculer sur ce slide-là parce que c'est un slide qui est important. Donc là, on va parler de high-level design, en fait, comment on a conçu DCP. Donc là, en bas, effectivement, on s'adosse sur moi, ce que j'ai appelé donc Bring Your Own Infra. Donc, il y a 2 prérequis. Donc, le client vient avec un Kube Manager, une solution de Kube Manager, une solution d'Object Storage Manager pour toutes leurs données métiers. On a on top, donc on a nos utilisateurs, différentes catégories d'utilisateurs. Donc, on s'adresse à des ops, des devs, comme je le disais, des data analysts ou des data scientists, et demain des business users. Ils vont avoir accès à l'interface DCP, à travers DCP UI. Et le cœur de la plateforme se situe au milieu avec les 5 grands piliers que tu vois là. Donc, il y a la partie DCP Fabric, c'est nous, nos images, comment on met en œuvre les images pour les mettre à disposition dans la plateforme. Je dirais les 3 piliers majeurs, ce sont ceux de l'orchestration et de l'intégration avec les différentes couches. Ils ont data plane, resource plane qui sont en dessous. Donc, je vais revenir sur les différentes grandes capacités qu'on va voir en dessous. Il y a une partie sur laquelle on ne peut pas transiger, c'est sur la partie métrique, alerting et monitoring. On doit savoir ce qui est déployé, on doit savoir quelle est la santé des composants qu'on déploie en dessous. Donc, on doit amener des fonctions de log monitoring, de metric monitoring, d'alerting. Et bien sûr, on a une sécurité holistique qui est inévitable aujourd'hui. On doit pouvoir s'authentifier, on doit pouvoir gérer les habilitations, proposer un mécanisme d'audit trail qui a accès à quoi sur l'ensemble des services. Et quand on utilise donc cette partie plateforme, disons plutôt le centre qui est plutôt un control plane, on est capable d'instancier donc des services majeurs, à savoir des produits d'ingestion, de compute et de SQL, donc à travers les 3 produits DCP ingestion, DCP compute et DCP SQL. On a enrichi donc autour de ces services-là d'un certain nombre de services. Donc, on va les voir en démo. Notamment, il y a DCP Scheduler qui nous permet justement d'apporter justement cette gestion multitenant à la plateforme dans un monde Kubernetes. Pour l'ensemble des différents workloads dans ingestion ou compute, on a besoin d'orchestrer ces traitements, donc on a mis DCP Orchestrator. Pour des utilisateurs plus, disons, data analyst qui ont envie de combiner de manière simple en fait un ensemble de tâches et d'exécutions les unes derrière les autres, on propose DCP Pipeline, donc ça on va le voir également en démo. Et bon, DCP Dashboard, c'est quelque chose qui va arriver dans la prochaine release.
Et voilà, donc tout ça vraiment on va le voir, mais ce sera peut-être plus parlant autour d'une démo, mais voilà, c'est les trois étages, majeurs. L'étage infra apporté par le client, l'étage les services data et l'étage, disons, orchestration et suivi et monitoring de tous ces services-là. Bah, ça a l'air, déjà extrêmement complet, hein. Tu estimes que c'est quoi? C'est une V1 aujourd'hui, c'est ça? C'est ready to production? Oui, c'est ready to production et là, on va, réaliser la version 1.2, le fin du mois. OK. Eh bien, voilà, du coup, je vais passer la main, à Edouard. Ça marche, merci Frédéric et merci Stéphane de me permettre de témoigner. Donc effectivement, nous, on a fait l'acquisition de la solution, DCP. Donc on a fait ça, suite à un appel d'offres, public, qui a duré quand même pas mal de temps. Et voilà, vraiment nous ce qu'on cherchait, au moment où on a lancé cet appel d'offres, c'était vraiment une solution industrielle, pour faire du Spark sur Kubernetes. L'idée c'est qu'aujourd'hui, effectivement il y a un certain nombre de projets open source qui existent, qu'on peut utiliser, mais voilà, par défaut, on ne peut pas les utiliser pour aller dans des contextes de production. On avait vraiment 2 options, soit on développait un projet open source, voilà, comme j'ai pu en faire dans le passé, soit on faisait l'acquisition d'une solution et c'est plutôt la 2e option qu'on a pris. Et donc on a fait l'acquisition de DCP, vraiment pour répondre à 2 besoins, majeurs. C'est à la fois du batch, et du stream. Voilà, et faire ça dans un contexte, vraiment de production, c'est-à-dire avec des SLA, des engagements de service, voilà, nos SLA, c'est 99-95, enfin voilà. Et voilà, donc clairement, moi, le retour d'expérience que je peux faire, c'est que, avec des CP, on a vraiment une solution, industrielle, heu, avec, l'ensemble des points que vous retrouvez ici, quoi. C'est-à-dire que dans des CP, vous avez les notions de sécurité, de traçabilité, d'alerting, monitoring, tout ce qui est log management. Donc, vraiment un écosystème, voilà, sûr. Vous avez, effectivement du contrôle d'accès et vous pourrez le relier à votre annuaire d'entreprise. Vous pouvez gérer des habilitations, gérer des groupes d'utilisateurs. Point qui était extrêmement important au moment où on a lancé l'appel d'offres pour nous, c'était vraiment la gestion des ressources, matérielles. C'est la partie DCP Scheduler dont parlait, Frédéric. Heu, pour nous, c'était vraiment essentiel, tout simplement parce que quand on conçoit, voilà des offres, de notre côté DSIT pour qu'ils puissent être utilisés par des utilisateurs du groupe. On essaye toujours d'être le plus efficace sur le plan, technique, économique et environnemental, notamment quand on est on-prem. Donc avoir une gestion fine des ressources matérielles avec des queues, de la préemption, du partage de ressources, la notion de priorité et cetera, ça permet d'être hyper efficace sur ces 3 thématiques, quoi. D'accord? Ensuite, donc effectivement, avec des CP, on a une interface, graphique, complète, à travers laquelle, justement en ClickOps, on peut gérer l'ensemble des configurations. On a des capacités de scheduling et surtout et point hyper important encore une fois quand on est on-prem, on a les moyens de, suivre le Kappa Planning, pour pouvoir ajuster, voilà, assez facilement les ressources matérielles. D'accord, Hem donc tu es, client et design partner, donc tu es bien placé pour remonter, immédiatement tout ce qui, faudrait rajouter au produit, j'imagine, hein? Exactement, c'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui, hein, voilà, effectivement, comme on est les premiers à vraiment, utiliser la plateforme, effectivement, là, on doit avoir, je pense peut-être une dizaine de personnes, là, chez nous qui commencent à vraiment manipuler la plateforme. Donc effectivement, on demande quelques petites choses et ça permet vraiment d'enrichir le produit pour, améliorer tout simplement, nous, l'utilisation, hein, d'accord? Donc 1er point important qui était hyper important donc pour nous côté EDF, c'était, la notion de cluster Kubernetes. Donc ça, c'est hyper important. On est dans le monde du cloud native, donc et de toute façon, tout ce qu'on monte dorénavant, chez EDF, c'est du cloud native. Et un des points, enfin en tout cas pour nous, qui a été, un peu clé, sur ce marché public, c'est qu'on voulait une solution, qui nous impose pas telle ou telle solution d'orchestration de conteneurs.
Pourquoi? Bah, parce que comme on est un marché enfin, on est une entreprise publique, on est soumise à la loi des marchés publics. Aujourd'hui, on utilise de l'OpenShift et on est, très content. Le truc, c'est que demain, ça peut être mis en concurrence et demain, je peux avoir, bah, une autre solution qui arrive et donc je voulais pas là, en achetant une solution, voilà, industrielle pour faire du Spark sur Kubernetes, qu'à un moment donné, bah, ma solution d'orchestration de conteneurs, change, bah, en fait, le produit que j'ai acheté, je puisse, tout simplement plus l'utiliser. Donc ça, c'est un des points, clés de positionnement de DCP là-dessus, c'est qu'effectivement, je peux l'utiliser, bah, sur de l'OpenShift, sur du Kubernetes Vanilla, demain du Rancher ou quoi que qu'est-ce que soit d'autre, ou de l'EKS, AKS, GKE et donc en fait, moi, je suis pas, directement lié ou en tout cas le produit, m'invite pas à avec des prérequis qui sont, trop intrusifs, quoi. D'accord. D'accord, donc DCP, c'est un clé en main, mais tu gardes justement la main sur, la possibilité de changer un composant. Ça reste composable, interchangeable. Bah, la c'est surtout la solution sous-jacente sur laquelle tu l'installes, la cellule enfin DCP, ça va pas être prescriptif en te disant: «Non, il faut absolument ci ou ça» et ça, pour moi, c'est un point clé, bah, notamment pour des entreprises publiques, et cetera, quoi. Parce OK, qu'on n'est pas, bah, on est soumise à la loi des marchés publics et donc bah, on change quand même relativement souvent de techno, quoi. OK. Hem et après sinon donc vraiment les autres points importants vraiment c'est, le côté d'avoir, justement une tour de contrôle, centralisée et donc qui est un point d'accès, unique où, tous les utilisateurs viennent travailler. Ça pour nous c'est aussi important. Ça évite d'avoir, bah, justement trop d'interfaces à gérer ou voilà, ça reste, entre guillemets, «simple». Avoir une API, complète, ça aussi c'était un critère pour nous, pour, bah, tout simplement avoir aucun frein à tout type d'automatisation qu'on pourrait vouloir faire. D'accord? Dans DCP effectivement, vous allez retrouver, X composants qui vous permet de créer vraiment une plateforme, data, et encore une fois, où vous voulez. Vous avez évidemment, bah, le plus, c'est une intégration entre ces différents composants et c'est ça qui a vraiment été, créé par Frédéric et Bassim. Vous avez effectivement une grande modularité, vous pouvez choisir les composants que vous voulez installer et cetera. Donc le gestionnaire de ressources matérielles complet, ça j'en ai parlé et pour nous c'était vraiment clé. Et effectivement après de façon centralisée, vous allez gérer, les habilitations, la sécurité, et donc ça pour nous, ouais, ça c'est l'ensemble de voilà, tout ce que je viens de raconter qui rend le truc vraiment, industriel. D'accord? OK. Voilà, donc après, Rex, assez simple, mais que j'aime bien, c'est vraiment, voilà, vous l'installez en 2 heures, et quand je vous dis 2 heures, c'est vraiment 2 heures. Vous téléchargez les images, vous avez des scripts, vous lancez les scripts, et au bout de 2 heures, vous avez un DCP, qui tourne. Donc encore une fois, c'est vraiment un truc, pro. Après effectivement, bah, comme il y a un large panel de configurations possibles, un large panel de composants, moi je dis que ça se configure plutôt en une semaine. Parce que, bah, effectivement, vous pouvez l'adapter à votre besoin, à comment vous voulez l'utiliser et cetera et le produit justement vous bride pas là-dessus, mais bah, comme il vous bride pas, vous avez pas mal de petites configs à faire à droite à gauche pour arriver à vraiment avoir, bah, l'implémentation que vous voulez, quoi. Oui et Voilà. puis j'imagine qu'à l'échelle d'EDF, qui n'est pas une petite société, voilà, ça rallonge les délais de mise en œuvre, hein. Tu dois avoir un environnement quand même hyper complexe, Mmh. et hyper varié donc 1 semaine, ça me paraît très raisonnable, hein. Je ça l'est. Je partage. Voilà. Voilà, donc après, donc à l'usage, comment vous utilisez, enfin comment nous on utilise DCP. Donc clairement, voilà, on se connecte à l'interface graphique, via l'annuaire d'entreprise. Ce qui est bien pour moi, voilà, côté infra, c'est que j'ai pas de mot de passe à gérer et cetera. Enfin les gens utilisent directement leur mot de passe, voilà, de l'annuaire d'entreprise et moi je fais que en gérer les habilitations. Donc ça c'est vachement bien. Ensuite directement, bah, dans DCP, dans l'interface, en ClipOps, encore une fois, ou en API et ben, on active tout simplement, tous les services qu'on veut utiliser, sur la plateforme. Et ensuite effectivement,
en tout cas moi, quand j'invite justement une DSI métier à venir, tout simplement utiliser la plateforme, c'est pareil, je l'invite exactement sur la même interface. Elle a pas besoin de faire des lignes de commande, elle voit à la limite même pas qu'il y a un Kubernetes, en dessous. C'est vraiment, voilà, via l'interface ou via les API que, tout le monde, travaille. D'accord? Et donc ça, D'accord. c'est une expérience utilisateur, qui est vachement bien, quoi, par D'accord. rapport à voilà, en tout cas pour moi aujourd'hui, voilà, c'est primordial voilà, de travailler comme ça, quoi, et d'avoir ce niveau d'abstraction. Entre ClickOps et API, tu as peut-être pas encore assez de retours. Aujourd'hui, tu es très ClickOps, Ou voilà, mais peut-être que beaucoup de choses vont s'industrialiser au travers d'API, de développement spécifique, peut-être. exactement, ouais, dans un deuxième temps. Pour Ouais, l'instant, c'est on ça. fait vraiment tout en mode ClickOps. On crée pour voilà, vraiment, tout l'écosystème, et ensuite quand on voudra, plus facilement scaler, créer des projets ou créer voilà, d'autres choses, dans ces cas-là, on le fera avec l'API, ouais, Ok. exactement. Ou même voilà, enfin, voilà, si demain on veut, ouais, automatiser tout un tas de choses, on le fera via l'API, quoi. C'est pour ça que moi, c'était vraiment un critère d'avoir une API, je dis bien complète à 100, jamais être bloqué là-dessus, parce que justement demain on va automatiser, ouais, bien sûr. Ok. Donc voilà, d'un point de vue donc, la contractualisation, on l'a fait là en tout début d'année. On a déjà la hors prod, qui est déployée, chez nous, donc on est en 1.1.32 et on va mettre la 1.2, bientôt là. Comme je disais, on a une dizaine d'utilisateurs aujourd'hui, on va dire plutôt, 5 profils plutôt, typés admin et 5, clients finaux, hein, d'une direction métier, qui commencent à éprouver la plateforme, pour, voilà justement, commencer à faire du Spark, sur Kubernetes. Et vraiment notre cible, c'est de faire de la production, voilà, à partir de septembre de cette année. Ça rentre vraiment, je peux élargir un peu pour donner un peu des éléments de contexte, ça rentre dans un contexte où, historiquement, en tout cas, voilà, sur on-premise, on était des gros utilisateurs de la techno, Hadoop. Techno qu'on a, voilà, pérennisé avec le projet qui s'appelle TDP. L'idée, c'est qu'on a quand même donc on a un certain nombre de cas d'usage qui fonctionnent très bien sur Hadoop qu'on va pérenniser, comme ça. Par contre, on a tout un tas d'autres cas d'usage, pour lesquels, par exemple, on va sortir d'Hadoop, où on était des gros utilisateurs d'HBase pour retourner vers de l'Oracle, des bases de données relationnelles, en gros, pour, entre guillemets «simplifier le modèle de données», revenir à des choses un peu plus standards. Néanmoins, pour tous les gens qui sortent, d'Hadoop pour retourner vers Oracle, on a quand même un certain nombre de cas d'usage pour lesquels on a quand même besoin de Spark. Pour faire de l'algorithmie, des choses comme ça, des choses plus évoluées qu'avec un ETL, ELT, standard. Donc en D'accord. gros, voilà le contexte dans lequel nous on a vraiment, fait le choix de DCP, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des workloads en Spark, pour vraiment des calculs entre guillemets «un peu avancés», et il nous fallait ça. Nous, c'est vraiment un enabler pour, voilà, diversifier et faire évoluer, tout notre existant. Heu, voilà, et donc et clairement, voilà, moi, ce que je peux partager, c'est qu'on est, en tout cas très content, que ça marche très bien, que, effectivement, on fait deux trois retouches par-ci par-là, mais globalement, voilà, moi, en tout cas, sur les 10 personnes qui travaillent dessus aujourd'hui, voilà, moi, les retours, ils sont unanimes et positifs. Donc là, c'est le temps de chauffe, hein, d'appréhension du produit et donc j'ai noté mise en production réelle, en septembre. Donc baptême du feu pour, toute l'équipe. C'est ça, exactement. À partir de Ouais. septembre, ce sera avec, voilà, SLA, voilà, alerte la nuit, et cetera. Enfin là, on sera vraiment dans un contexte de prod, quoi. Enfin, c'est ça la prod, quoi. Par OK. rapport à ce que tu disais, on peut peut-être aussi souligner, les cas d'usage un peu hybrides que te permet la plateforme. Justement, tu as mentionné Hadoop, les sorties d'Hadoop sur des usages qui vont aller sur TDP, mais aussi donc la plateforme, DCP aussi te permet justement, de pouvoir, avoir un workload Spark qui combine aussi bien des données que tu aurais dans ton Scality, des données sur un HDP ou sur Mmh, un TDP au sein d'un usage bien spécifique. exactement, ouais. Ouais, ça, c'est
Dans mon contexte aujourd'hui, ouais, ça s'y prête vachement bien. Ouais. Non, c'est juste pour souligner effectivement un peu l'ouverture. On ne reste pas bloqué dans DCP. Il faut absolument que tu mettes tous les workloads dans DCP, les données dans un S3, sur un kube managé. On doit de toute façon être ouvert à un écosystème global au sein du client sur lequel on est installé. Ça, c'est pareil, je peux témoigner, hein, parce que clairement, on l'a fait. Hein. Donc effectivement, moi, j'ai un écosystème aujourd'hui où j'ai une Scality S3 sur lequel j'ai tout un tas de buckets avec des projets, etc., et des données. J'ai aussi des clusters Hadoop. Et vraiment, les deux objets, on les référence dans la solution DCP. C'est les admins qui font ça. Et ensuite, directement, dans les produits, là, en l'occurrence, Spark, je peux directement les utiliser. Et je peux très bien avoir un job Spark voilà, qui lit des données sur S3, les envoie côté TDP ou inversement. Quoi. Et, et ça, c'est effectivement, c'est l'ouverture dont on a besoin aussi. Ouais. Ah, super, super, messieurs. Je sais pas si tu as un autre slide. Non, je crois que voilà, ça va être le moment. On va switcher sur une partie démo, mais tu voulais nous montrer avant. Tu voulais nous montrer Oui. le workflow de la démo que tu prévois de faire. Ouais, dans les grandes lignes, puisqu'on donc j'essaie de simplifier. Donc on va faire du ClickOps, hein, donc à travers DCP UI et les API. Donc on va simuler un ensemble de services créés par une équipe A. Donc premier prérequis, en fait, c'est les admins, comme donc Edouard l'a mentionné, mais il y a des actions qui sont faites par les admins, notamment créer le tenant pour la team A avec 2 queues pour les workloads Spark et pour les workloads SQL. Et j'ai même instancié un tenant pour tout ce qui va concerner donc l'orchestrator. Donc sur le scénario de démo, donc on va ingérer. Bon, il y a des choses que j'ai déjà fait, déjà pré-câblées. On va se donner, donc, disons, une vingtaine de minutes pour cette démo. On va ingérer un fichier parquet donc, qui est basé sur les Yellow Taxi Trip Records. On a 2 jobs Spark. Donc on va paramétrer, on va voir comment je les ai paramétrés et les services associés. On va également regarder ça pour 2 jobs SQL, donc un job plutôt qui écrit sur du stockage objet, et puis un autre job qui va faire du pattern plutôt data lakehouse et de la modification de données dans un stockage S3 via les connecteurs Iceberg. On va créer ensuite un pipeline qui peut associer du job SQL, du job Spark, et on va l'orchestrer à travers Airflow. Et toute la partie qui est importante, où on va visualiser vraiment les logs, les métriques, ce qui permet de faire un suivi complet et de comprendre où peuvent être les points de blocage, comparé d'une exécution à une autre. Après, en fonction du temps, donc on va faire une interaction avec DCP Notebook qui est plutôt sur les usages data scientist. Et après, il y a deux nouveaux services. Donc, Edouard utilise déjà donc, ce service-là, s'il le souhaite, pour requêter en SQL les données. Mais on a le SQL Web Editor qui est arrivé en 1.1.2. Et là, on a DCP Dashboard avec l'intégration d'Apache Superset qui va arriver donc en 1.2. D'accord. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout démontrer, mais essayons de partir sur 15 minutes. Écoute, on va voir. On va voir ce que ça donne. On va faire en plus, on fait une démo en live. Hein, donc, Je switch sur ton screen share, c'est ça? Oui, vas-y. C'est parti. Bon, donc du coup, je vais m'authentifier comme si j'étais... Donc là, je m'authentifie sur le LDAP. Ok, donc là, j'arrive sur l'ensemble des services. Donc, première partie, donc ce que je disais, c'est j'ai effectivement une bucket qui a été référencée, qui s'appelle RawData. Comme je ne vais pas rentrer dans le détail de cet écran-là, j'ai donc mis mon fichier parquet. Je vais supprimer
l'ensemble des données qui ont été générées. On va tout supprimer pour être tranquille. Donc ça, effectivement, c'est des actions, voilà, c'est depuis le control plane, on a les droits puisqu'on a modélisé et intégré donc les access keys et secret keys de ma bucket. Donc j'ai les droits de faire ce que je veux. Donc là, je supprime pour la démo. Voilà. Donc là, il me reste effectivement le fichier parquet que j'ai mentionné. Donc ensuite, on va aller donc dans les jobs Spark. Donc, dans un job Spark, j'ai besoin de 2 services principaux qui sont les métriques. Donc dans DCP, on crée une instance. Donc là, je l'ai pré-enregistré pour qu'on gagne du temps. Mais on définit un Spark Monitoring, on entre un certain nombre d'informations et on va voir les résultats à travers Grafana par la suite. Je vais assez vite sur cette partie-là. Il y a bien sûr, on ne peut pas passer à côté, donc dans l'offre Spark, il y a la notion de Spark History Server. Donc pareil, donc à travers la UI DCP, donc en mode clic-clic, je définis l'ensemble des configs. Donc là, je décide de persister donc mes logs dans une bucket S3 donc, qui avait été référencée dans la partie Object Storage. Donc là, je l'ai affecté à SparkLog. Maintenant, ce qui est plus important, c'est effectivement, j'ai des jobs, je veux paramétrer des jobs Spark. Donc, je vais prendre... Bon, le job 1, c'est juste pour l'exemple, c'est un vulgaire SparkPy qui présente peu d'intérêt. Mais le deuxième job, donc là, est assez plus intéressant. Donc là, un des avantages, donc qu'on n'a pas encore souligné, mais effectivement, on peut choisir la version de Spark. Donc là, on se met sur la toute dernière version, la 3.5, mais on a accès à un certain nombre de versions, ce qui permet justement aux équipes projet de monter au fur et à mesure en nouvelle version. J'affecte ici donc le scheduler, en fait, sur quel queue je fais tourner mon job. Donc là, je l'ai bien mis, comme je l'ai précisé dans le schéma, sur un tenant Spark Team A. Ensuite, donc, je déploie, donc j'ai dit, c'est un Python qui, lui, va faire un peu de shuffling, qui va lire le fichier donc, en entrée. Je lui définis donc, ces 3 paramètres. Donc ça, c'est dans le job. J'ai la source, la cible, là où je vais écrire, et combien d'itérations je vais faire. Ensuite, donc, on a l'onglet Spark Configuration. Donc, c'est là où je vais définir en fait les ressources que je vais allouer aussi bien à mon driver qu'à mon exécuteur. Là, je ne l'active pas là aujourd'hui, mais est-ce que je peux faire de l'autoscaling? Donc, c'est assez... Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de possibilités, mais je pense qu'on a mis l'exhaustivité des possibles pour paramétrer un job Spark. L'onglet, disons, l'un des plus importants aussi, c'est je vais activer, en fait, pendant que mon traitement va tourner, je vais activer la UI Spark. J'ai besoin d'activer la partie monitoring, donc je me câble avec le service que j'avais défini dans le menu Spark Services, Metric Services. J'adosse aussi la partie logging, donc ce qu'on a vu dans la partie Spark History Server. Et là, globalement, voilà, j'ai paramétré mon job. Donc là, il est prêt à être exécuté. Alors, je vais juste revenir sur la partie gestion des ressources pour montrer un peu une... Donc, effectivement, j'ai fait une modélisation. Donc, j'ai une entité 01. Donc, j'ai modélisé, comme je le dis, donc, ma team A avec un ensemble de tenants. Donc, on voit déjà qu'il y a des pods qui tournent sur l'ensemble de ces tenants. Donc, on a un tenant pour Airflow, un pour la partie SQL et un pour la partie Spark. Donc, je reviens sur la partie Spark. Donc là, je me positionne un peu comme un développeur. Donc là, j'ai testé, j'ai déployé, j'ai instancié mon job, j'ai envoyé l'artefact sur un stockage
S3, et maintenant, je veux l'exécuter. Je veux tester. C'est la première fois que je teste mon job en déploiement sur l'environnement d'intégration. Donc là, je l'exécute. Et donc là, ça a un côté assez pratique, c'est de pouvoir suivre ce qui se passe. Donc là, il est en train d'instancier le driver. L'exécuteur est arrivé. Donc là, je peux streamer les logs directement et voir ce qui se passe. Ouais, donc tu as encapsulé complètement tout l'environnement Spark jusqu'au monitoring, en fait. Oui, on a mis tous ces log watchers, pod watchers. Donc on va le voir juste après sur la partie résultat. Donc je vais le laisser se finir tranquillement. Et donc on a un certain nombre. Alors ce qui est important, c'est ces petits boutons-là. Donc je vais aller sur monitoring. Donc là, le job a fini par se terminer. Donc là, on va le voir. Je vais aller sur la partie monitoring. Donc là, il y a eu un certain nombre d'exécutions. Donc là, je ne l'ai pas précisé au début de la démo, mais là, j'ai déployé donc DCP hier soir sur un environnement OpenShift, qui est le même environnement qu'Edward, mais là sur AWS. Donc là, on voit que mon job Spark, en fait, donc le job 02 là, que je viens de montrer juste avant, j'ai lancé plein de fois, donc j'ai forcé du failed. Et entre les différentes exécutions, donc ça, c'est super important de donner ces possibilités-là aussi bien aux ops qu'aux développeurs. Donc j'ai directement, sur l'ensemble de l'historique, je peux zoomer, donc on va regarder la dernière exécution, mais là, j'ai directement accès aux métriques de mon job. Donc le but, c'est pas de rentrer dans l'ensemble de ces métriques, mais c'est de proposer en tout cas un dashboard préconçu aux équipes pour aller voir ce qui se passe au niveau de mon job. D'accord. La même chose pour les logs. C'est un peu pénible d'aller retrouver si on est dans un contexte où j'ai agrégé tous les logs de manière centralisée. Donc nous, on envoie directement l'utilisateur sur les logs du driver. Et j'ai un dernier bouton qui est pouvoir zoomer exactement, précisément sur les logs précis de l'exécuteur. Donc de manière simple. Donc tout se passe à travers la UI, mais là c'est vraiment centraliser l'expérience des développeurs ou des ops, donc à l'intérieur de ces différents onglets. Donc ça c'est plutôt sur la partie log, monitoring, métriques, suivi donc de mon job en initialisation. Donc là, j'ai parcouru la première partie de ma démo. Donc j'ai un job Spark. Maintenant, ce job Spark, alors j'ai une possibilité de vouloir, je peux le déployer directement d'ici. Donc j'ai un petit bouton schedule. Donc c'est ce que je vais faire là, l'intégrer dans Airflow. Donc j'ai un Airflow qui est déployé. Donc je ne vais pas rentrer dans la config d'Airflow. Pas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, on a des développeurs Spark qui ne maîtrisent pas forcément aussi Airflow ou la manière dont on va utiliser de manière optimale Airflow. Et donc, nous, on leur propose de pouvoir déployer directement ce job dans Airflow. Mais je ne vais pas le faire là, parce que ce qui va être intéressant, c'est plutôt de le voir à travers DCP Pipeline. Si je vais quand même le déployer, allez, comme ça on va aller le voir. Dans Airflow, donc là je l'ai déployé et je le retrouve dans Manage DAX, donc je viens de le déployer ici. On le retrouve ici. Hop, du coup, je vais provoquer une exécution. Donc là, le job a été déployé. Toujours à travers DCP, pour avoir toujours cette même expérience, on s'intègre donc avec les API d'Airflow. Donc vous retrouvez un peu la même expérience.
On a l'ensemble des tâches, on voit le job 02 qui va être lancé. On a bien sûr dans Airflow intégré la UI Airflow. Donc là, avec même principe d'authentification LDAP. Donc je vois que mon job 02 est en cours. Voilà. Je reviens dans DCP et donc sur la partie Manage DAGs, je reviens sur l'exécution qui est en cours. On a fait aussi l'intégration, les logs d'Airflow de ma tâche en cours. Donc ça, pareil, à l'intérieur de DCP, sans avoir besoin forcément d'aller dans la UI d'Airflow. Donc il faut y aller pour certains besoins, mais pour les usages simples, en tout cas, on a la possibilité de tout voir à l'intérieur d'Airflow. Donc ça est là pour la partie des Spark. Hein. N'hésitez pas à interagir s'il y a des questions. Hein. Je regarde le temps. Est-ce qu'on peut... On a encore 5 minutes. Ouais, moi, à la limite, il y a un truc que tu n'as pas montré, Frédéric, c'est la Spark UI. Tu vois, directement dans l'interface de mon job, je peux cliquer, accéder à la Spark UI et voir le détail, quoi. Ça aussi, c'était en tout cas important pour nous, quoi. Oui, bon, je suis obligé de le relancer. Ah, désolé. Bah oui, la Spark UI n'existe plus là. Ouais. Donc l'intégration avec Spark History Server. Donc là, effectivement, on peut retrouver la dernière exécution. Donc ça, c'est des choses classiques donc qui sont directement intégrées. Pendant que le job est en cours d'exécution, effectivement, j'ai accès, comme tu le disais, Edouard, à la Spark UI. Et voilà. Donc ça pour la Spark, par la partie Spark, donc je pense que j'ai couvert à peu près la totalité. Maintenant, on va aller juste rapidement dans la partie SQL. Donc dans la partie SQL, donc j'ai des services pour créer mon Hive Metastore. Je ne rentre pas dans le détail. J'ai des services pour déclarer mes différents warehouses, mes différents catalogues. J'ai instancié un service Trino. Et donc là, je vais aller plutôt dans la partie SQL Jobs. Donc là, j'ai créé en fait 2 jobs SQL qui font différentes opérations donc sur le même fichier qu'on avait déclaré. Donc là, on a un traitement qui va faire plutôt du stockage sur S3 et on a un traitement plutôt Iceberg qui lui va donc créer une table, un schéma et faire un update. Donc bien sûr, j'ai la possibilité en fait d'aller exécuter directement l'ensemble de mes traitements. Donc on propose, donc là c'est un query book qui est intégré directement à DCP, donc ça je l'exécute. Et donc là je vais retrouver, si je vais dans ma bucket data lakehouse, voilà, donc là on retrouve les différents fichiers donc, qui ont été créés grâce à l'intégration du connecteur Iceberg. Super. Je pose pas trop de questions parce que on risque de se déborder, mais Iceberg, c'est un sujet chaud, vous le savez, et ça pourra faire l'objet d'une émission, d'une deuxième émission, mais je crois que c'est déjà déployé chez EDF, hein, Iceberg. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, nous, ça a été, c'est de toute façon le standard. C'est le standard, d'accord. C'est le standard de formatage pour les données sur S3. Bon, j'ai plein de questions, mais que je réserve pour un épisode 2. Parce que on est à 49 minutes, on va devoir bientôt conclure. Tu voulais aussi nous montrer la partie pipeline, hein, Frédéric? Oui, on va voir la dernière chose qu'on va voir, c'est en fait, je suis capable. Donc, du coup, là, je me mets plutôt avec la casquette d'un quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience IT, mais qui veut créer un workflow. Donc, les IT m'ont mis à disposition des jobs Spark, des jobs SQL, et moi, j'ai plutôt une vision, disons, d'un process métier que je dois réaliser de bout en bout. Donc, je peux câbler l'ensemble de ces opérations-là
Donc, je vais mettre un job Spark, un job SQL et de manière simple, donc là, je câble. Donc là, je vais même les lancer en parallèle. Là, je ne vais pas forcément faire le lancement, mais juste pour vous montrer le principe. Donc, je vais lancer le job 02, donc qui était le shuffle qu'on a vu précédemment. Et là, sur mon service SQL, je vais décider d'exécuter mon premier job qui va copier les données dans du S3. Donc maintenant, je peux. Donc là, j'ai pas codé, hein, j'ai rien fait. Et donc là, je déclare mon pipeline. Et je le retrouve ici, mon pipeline. Et maintenant, je peux le déployer dans Airflow. Donc, il a été déployé. Et on va le retrouver, mon pipeline, le voilà. Et je peux l'exécuter et voir son exécution. Donc pendant qu'il va s'exécuter, il y a des choses que j'ai pas pu couvrir pour la démo d'aujourd'hui que j'avais annoncé, mais de toute façon on va publier d'autres vidéos via LinkedIn certainement. Donc sur la partie web editor que j'ai pas pu vous montrer, il y a l'intégration avec la partie Superset qu'on montrera précisément aussi. Mais juste voilà, en fait, c'était aujourd'hui la démo, c'est difficile de faire une démo de DCP en 15 minutes. Franchement, on a passé pas mal de journées sur des démos de ce type-là et on peut passer facilement une semaine à parcourir l'ensemble des fonctionnalités et des produits de DCP. Donc, Edouard, lui, est dans un contexte plutôt Spark, donc c'est une offre qui est à tiroir. Aujourd'hui, j'espère avoir en tout cas montré les capacités de la plateforme de manière assez générale, mais l'idée, c'est voilà, instancier vos services, créer vos use cases un peu à la demande en mode self-service, monitorer, exécuter monitorer les performances, regarder les logs, et tout ça pour une large catégorie d'utilisateurs. Non, mais génial. Mais écoute, alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout montrer en 15 minutes, c'est impossible, vu l'étendue des fonctionnalités. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, déjà, bravo pour ce projet, donc DCP. ClickOps, on l'a bien vu dans la démo, c'est vraiment ClickOps. Hein. Tu cliques, tu définis tes propriétés, tu runs tout en mode clic. Je suppose que peut-être que Edouard nous fera une démo plus tard un jour en mode API, quand il aura intégré toute la stack de manière complète. Ouais, avec plaisir. Je reviens sur, je crois qu'il y avait un slide de conclusion. Je reviens sur la partie slide. Il me semble que tu avais un slide de Frédéric de conclusion. Oui, on en a largement parlé. Donc on a aujourd'hui effectivement une plateforme qui est mature parce qu'elle va arriver en production et que sans DCP, en fait, effectivement, il faudrait combiner plusieurs solutions vendors et assurer la glue entre ces différents services orientés data. Donc nous, on l'a fait à l'intérieur de DCP. On a des fondations saines et réfléchies qui répondent justement aux problématiques, notamment d'EDF, tout ce qui est gestion multitenant, concurrente, de manière sécurisée, monitorée pour avoir une vision holistique en fait, des applications et des usages qui vont être déployés. On assure une offre de bout en bout. Hein. On a vu que la première partie, disons Spark et orchestration des jobs Spark, mais on peut faire des use cases de bout en bout, de l'ingestion jusqu'à la consommation des données. On masque l'infrastructure et la complexité de l'infrastructure. À aucun moment, on a vu qu'on était dans un monde Kubernetes. Hein. Si je n'allais pas regarder les watch des pods, et on peut se déployer vraiment partout, mais ça, on en a déjà parlé. Bon, ben, bravo pour ce projet. Je sais pas, Edouard, le mot de la fin peut-être Je vais me répéter, voilà, premier utilisateur est vraiment très très content. Voilà, c'est vraiment pro, ça répond à nos besoins, c'est modulaire. Voilà, et en tout cas, voilà, moi dans un contexte où je fais vraiment des environnements de prod avec des SLA très élevés, clairement il me fallait une solution pro et on est très content de DCP, quoi.
Bon, en tout cas, merci messieurs, merci pour le temps passé. Bravo Frédéric pour ce projet ambitieux, hein, parce que c'est de l'infrastructure, c'est du ClickOps. Tu fais des choses très compliquées de manière très simple. Voilà. On a la chance d'avoir Edouard qui va pouvoir témoigner sur les mois prochains, enfin sur les prochains mois de l'utilisation du produit. J'ai noté un petit sujet iceberg. Je reviendrai vers toi, Edouard, aussi. Et puis, Frédéric, merci. Merci d'avoir passé ce temps ensemble pour présenter cette nouvelle plateforme. Et c'est l'an 1 pour DCP. Donc, bravo pour ça et bonne chance pour la suite aussi. Mais merci à toi, hein, merci de nous avoir reçus et c'était un plaisir en tout cas. Ouais. À Merci à tous très les deux. bientôt, messieurs. Merci. Merci. À bientôt.